bonjour d'abord à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ici au Muséum. Donc, pour vous dire rapidement, je suis le président du Muséum maintenant depuis 6 ans, un petit peu plus de 6 ans. Mais auparavant, j'ai fait toute ma carrière comme chercheur au CNRS. Et j'ai travaillé sur l'évolution biologique, la biodiversité, à plein d'endroits. Et c'était aussi une période passionnante de ma vie, même si celle-ci est tout aussi passionnante. Donc je ne suis pas là pour vous parler de moi, même si c'est très intéressant, j'en conviens. Je dis ça au 2e degré, hein, je vous rassure. Je vais vous parler de biodiversité. D'abord, vous rappelez simplement que nous ne sommes rien sans la biodiversité. Ça paraît une banalité. On peut bien sûr penser aux services écosystémiques et aux ressources que nous procurent ces services écosystémiques. Là, une image de la pollinisation. Jusque-là, c'est évidemment, tout ça, c'est très classique. Des choses qui sont un tout petit peu moins classiques, peut-être, sur le rôle d'espèces qui paraissent vraiment insignifiantes. Vous voyez ici, vous avez une vue de l'océan. Oh non, vous n'avez pas vu de l'océan. Je vais vous mettre l'océan. Vous avez une vue de l'océan, il fait beau. À l'intérieur de l'océan, vous avez du plancton. Et dans ce plancton, il y a du plancton végétal, qu'on appelle le phytoplancton, qui sont des petites cellules végétales, toutes petites, qui se divisent très très rapidement. Et dès lors qu'il y a du soleil, il y a beaucoup de ce phytoplancton qui va se développer. Et ce phytoplancton, il produit quelque chose qui s'appelle le diméthylsulfure. Alors c'est un nom épouvantable, on va l'appeler DMS. Il produit cette molécule, et cette molécule va servir de point d'ancrage à la vapeur d'eau qui va s'évaporer de l'océan. Ça va faire des gouttelettes d'eau, et les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Donc le plancton participe comme ça à la fabrication des nuages au-dessus de l'océan, et ces nuages éventuellement vont rejoindre le continent. Alors dans la mesure où il y a beaucoup de nuages qui sont fabriqués, finalement il se fait à faire mauvais. S'il fait mauvais, il y a moins de plancton végétal, parce que le plancton réagit très vite, ce sont des organismes unicellulaires, encore une fois, constitués d'une seule cellule. Donc il y aura moins de plancton végétal, donc il y aura moins de DMS, donc il y aura moins d'ancrage de vapeur d'eau, donc il y aura moins de nuages, et il va de nouveau faire beau. Donc vous voyez qu'on est dans un cycle vertueux, où on a une alternance de périodes de beau temps, de périodes de nébulosité, et une partie de ce qui contrôle cette alternance, et ce qui fait finalement notre météo de tous les jours, c'est le plancton végétal de l'océan. Et ça, on ne le sait pas. Les scientifiques le savent, mais globalement, le grand public ne sait pas à quel point nous dépendons de ce plancton végétal. Et si je reste sur le plancton, il faut également avoir conscience que toute l'énergie qu'on tire du pétrole, par exemple, c'est également du plancton végétal, simplement du plancton végétal d'il y a une centaine de millions d'années. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise de la biodiversité ancienne, ici, quand on utilise du pétrole en général. C'est la même chose d'ailleurs pour le charbon. Bien sûr, vous le savez, ça c'est aussi tout aussi essentiel, on a besoin de la biodiversité pour se nourrir. Nous ne nous nourrissons que de biodiversité, quel que soit le régime alimentaire que vous puissiez choisir. Et vu la moyenne d'âge dans la salle, je pense que je me tromperai peut-être pas trop en pensant que vous allez choisir l'image de droite plutôt que l'image de gauche, quoique vous êtes bien sûr libre de tout ce que vous pouvez choisir pour vous nourrir, mais on consomme que de la biodiversité, que ce soit de la biodiversité végétale ou de la biodiversité animale. Nous ne consommons que de la biodiversité. Et puis au-delà de ça, on commence maintenant à en parler depuis quelques années, cette biodiversité, elle nous sert aussi à digérer. Nous avons ce qu'on appelle le biote intestinal, donc on a des bactéries dans notre intestin qui nous permettent de digérer. Il n'y a aucun animal sur Terre qui est capable de digérer de la matière organique sans l'aide de bactéries. Donc tous les animaux, sans exception, ont des bactéries intestinales, même une étoile de mer. Donc c'est vous dire à quel point c'est important, à quel point cette association avec des bactéries est importante. Nous avons également, et c'est l'image en bas à gauche, des bactéries qui sont sur notre épiderme, sur notre peau. On ne s'en rend pas forcément compte, on ne s'en rend pas compte du tout d'ailleurs, mais c'est une armure, c'est une protection contre les agressions du monde extérieur. Et alors vous êtes un peu trop vieux pour que je dise ça, mais quand j'ai des enfants devant moi, je leur dis écoutez, il ne faut pas trop vous laver. Alors les enfants sont ravis, les parents un peu moins, parce que si vous vous lavez trop, vous allez détruire cette protection, cette armure bactérienne, et vous avez laissé la place à des champignons, vous avez laissé la place à des mycoses, en fait, parce que vous aurez détruit cette protection bactérienne. Alors c'est pas pour autant qu'il ne faut pas du tout se laver, parce que sinon ça serait assez épouvantable comme ambiance, et puis si on ne se lave pas du tout, on laisse la porte à d'autres types de parasites un peu plus volumineux. Et puis en bas, de l'autre côté, à droite, c'est de nouveau une image du plancton végétal, dont on sait qu'il produit à peu près de la moitié de l'oxygène qui est présent sur Terre dans le cycle de l'oxygène est dû à ce plancton végétal.
Souvent, on entend sur les médias qu'une respiration sur deux, on la doit à ce plancton végétal. C'est un abus de langage parce qu'il y a une partie de cet oxygène qui est recyclé directement dans l'océan. Donc on ne doit pas une respiration sur deux au plancton végétal, mais néanmoins, le plancton végétal produit la moitié de l'oxygène sur Terre. D'autres exemples bien classiques aussi, c'est que quand on crée des médicaments, les chimistes qui travaillent là, dans cette branche, dans cette discipline, ne sont pas capables de créer des médicaments à partir d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on a telle maladie à traiter, eh bien on va prendre un ordinateur ou une feuille de papier, puis on va dessiner la molécule qui va correspondre au traitement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher dans le monde vivant, la plupart du temps dans le monde vivant, presque toujours dans le monde vivant, des molécules dont on pense qu'elles vont pouvoir avoir un effet. Ici, je vous en mets un exemple, qui est un corail qui s'appelle Palitoa, qui est un très joli corail. Et ce corail produit une substance toxique qui est mortelle si elle est prise à haute dose. Elle peut même être mortelle pour des humains, c'est extrêmement toxique. Et il faut savoir que dans la pharmacopée, les médicaments sont souvent construits à partir de molécules toxiques. Simplement, on régule la dose, bien sûr, de cette toxicité. Donc on a extrait une molécule de ce Palitoa et on a fait un médicament qui s'appelle la palitoxine, qui est un antitumoral, qui traite des cancers du cerveau, qui s'appellent des glioblastomes, et qui sont des cancers absolument foudroyants du cerveau pour lesquels on n'a pas de traitement. Donc tout ça m'amène à vous parler un petit peu de santé, et du concept maintenant dont vous avez peut-être entendu parler sur les médias, qui est le concept de une seule santé, One Health, qui dit simplement que la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont très étroitement liées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Entre santé humaine et santé animale, c'est déjà depuis maintenant pas mal d'années, parce qu'on s'est rendu compte à travers les élevages intensifs que si les animaux n'étaient pas en bonne santé, on risquait de récupérer des pathogènes qui allaient venir des élevages. Mais on s'est rendu compte avec la pandémie du coronavirus que ça valait aussi pour la santé de l'environnement et qu'on a tout à fait intérêt à ce que les environnements soient en bonne santé. Parce que les compartiments ne sont pas étanches. Et il y a des pathogènes qui vont passer d'un compartiment à l'autre, c'est-à-dire du compartiment des écosystèmes en général aux animaux d'élevage et à l'homme, ou directement des écosystèmes à l'homme. Donc ça pose le problème aussi de la promiscuité qu'on peut entretenir avec les espèces sauvages, et il vaut mieux éviter d'être toujours à proximité de ces espèces sauvages. Je veux tout de suite éradiquer une idée aussi, qui serait de dire, mais finalement, si on tue tous les animaux sauvages, on n'aura plus de problème. Ça peut traverser l'esprit de certains. Je pense que ça serait une très mauvaise idée que d'éradiquer toutes les espèces sauvages, parce que les pathogènes se tournent toujours vers l'espèce dominante. Dès lors qu'il y a une espèce qui domine dans un écosystème, les pathogènes vont plutôt se tourner vers cette espèce dominante, parce que c'est plus intéressant, entre guillemets, pour eux. Tout se passe comme si, alors je dis bien tout se passe comme si les pathogènes étaient doués d'intelligence et se disaient « Oh là là, ils sont nombreux là, ils sont plutôt gros, ils sont pleins de cellules, ça m'intéresse. Je vais plutôt aller vers eux parce qu'ils sont nombreux. » Donc plus on préservera les espèces sauvages et plus on préservera les écosystèmes, moins les pathogènes auront tendance à venir vers nous, sous réserve qu'on n'aille pas sans arrêt au contact de ces espèces sauvages. Donc voilà un petit peu en introduction pour vous caler un petit peu le paysage et pour vous parler de la dépendance qu'on a vis-à-vis de cette biodiversité. Maintenant, quand on parle de biodiversité, de quoi parle-t-on ? On parle de 3800 millions d'années d'histoire. Donc c'est une histoire très très longue. Pour vous donner une image, si on ramène ces 3800 millions d'années d'histoire de la vie sur Terre à une année civile, l'an 0 de notre ère arrive le 31 décembre à 23h59 et 40 secondes. Autrement dit, nos 2021 années, ça représente 20 secondes d'une année civile si on les rapporte à l'histoire de la vie sur Terre. Donc vous voyez l'immensité du temps que cela représente. Ça veut dire aussi que du haut de ces 20 secondes, on s'autorise un peu à faire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, c'est toucher à ce qui a mis autant de temps à se construire, autant de temps à s'édifier. Et on a la prétention de le gérer. Donc ça peut paraître inquiétant à certains moments. Mais finalement, la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? La première définition très englobante, c'est de dire c'est le tissu vivant de la planète. Et c'est assez juste, ce n'est pas une définition qui est de moi, je trouve que c'est une définition intéressante, parce qu'un tissu, c'est un entrelacement de fils, et la biodiversité, finalement, c'est un entrelacement d'espèces. On pourrait se dire aussi pourquoi, finalement, on n'utilise pas à la place de biodiversité le mot biosphère, qui est un terme plus ancien, qu'on parle d'hydrosphère pour l'eau, biosphère pour la vie, après tout, pourquoi pas. La biosphère, c'est une définition un petit peu plus statique.
c'est simplement le constat qu'il y a de la vie sur Terre. C'est l'ensemble du vivant sur Terre. La biodiversité, je vais vous le montrer, c'est un concept qui est plus riche, qui peut être abordé de différentes manières, et c'est un petit peu comme d'éclairer un même objet avec des projecteurs de différentes couleurs. Donc c'est ce que je vais tenter de faire, en vous disant la biodiversité, ça peut être des espèces emblématiques, éventuellement menacées, comme l'aigle, l'ours ou le loup de Mackenzie. Ça peut être des animaux bizarres, récoltés lors d'expéditions du muséum, donc c'est un crabe qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis souvent, la biodiversité, c'est quand vous ouvrez votre fenêtre ou que vous vous promenez dans un environnement comme une forêt, une prairie, enfin peu importe, ou que vous regardez sous l'eau sur des rochers au bord de la mer, c'est que ce que vous constatez, c'est qu'il y a pas mal d'espèces devant vous. Et vous savez qu'il y a différentes espèces, donc la biodiversité, ça peut revenir à simplement compter des espèces. C'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Mais quand on compte des espèces, on sait très bien que derrière ces espèces, il y a des individus, et que ce qui peut être important également, ce sont les nombres de spécimens au sein de chaque espèce. C'est combien finalement j'ai d'individus dans les espèces que j'ai sous les yeux, c'est ce qu'on appelle les abondances. Et puis ces individus ne sont pas tous semblables les uns aux autres, donc il y a une certaine variation entre ces individus. Derrière ça, on peut s'interroger aussi sur le fait que, est-ce que toutes les espèces sont également abondantes, ou est-ce que j'ai des espèces qui dominent énormément et d'autres espèces qui sont rares? Donc les rapports d'abondance sont également importants. Donc vous voyez, la richesse, nombre d'espèces, combien j'en ai, au sein de chaque espèce, combien j'ai d'individus, et entre les espèces, est-ce que j'ai des espèces dominantes et des espèces plus rares? Donc des rapports d'abondance. Tout ça sont des éclairages différents qu'on peut apporter sur la biodiversité. Mais on peut aller plus loin. On peut par exemple, parce que c'est une question qui vient vite derrière, il y a des grosses espèces, il y a des petites espèces. Donc je peux avoir une espèce petite, très abondante ou rare, une espèce grosse, très abondante ou rare. Donc combien ça pèse tout ça? Donc on parle à ce moment-là de biomasse. Donc là je vous ai mis la crevette du krill, Euphosia superba, qui est la petite crevette que mangent les baleines. On estime que le krill pèse pour environ 400 millions de tonnes sur la planète, et la baleine pèse pour 1,5, les baleines pèsent pour 1,5 million de tonnes. Donc pèse moins lourd que l'ensemble du krill. Donc là, on voit bien que derrière, il y a des abondances et il y a des sujets de poids, de masse de ce qu'on va voir. Alors si on a des masses, vous pouvez aussi vous interroger sur combien la vie pèse sur Terre. Alors il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus et qui ont ramené tout ça à une même unité de mesure, qui est la biomasse en carbone. La biomasse en carbone, ça veut simplement dire qu'on utilise la même métrique, la même mesure, pour comparer un insecte qui est relativement sec avec une méduse qui est pleine d'eau. Donc on va utiliser la même mesure, qui est la masse carbone. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'ensemble de la biodiversité sur Terre pèse pour à peu près 550 milliards de tonnes. Si je fais le total, ça fait 550 milliards de tonnes, 550 gigatonnes. Et que globalement, ce sont les plantes qui pèsent le plus lourd. 450 milliards de tonnes, 450 gigatonnes. Ensuite, on a les bactéries en bleu. On a les archées, qui sont d'autres catégories de bactéries, un petit peu au-dessus en violet. Vous voyez les virus, les protistes des animaux unicellulaires, les champignons, et puis tout en bas, à droite, les animaux pour 2 gigatonnes sur 550. Donc, c'est pas énorme, les animaux. Alors, comme ça nous intéresse, j'ai zoomé sur les animaux. Et voilà ce que ça donne. Donc on a les arthropodes qui pèsent pour la moitié des animaux, c'est-à-dire les insectes, les crustacés, les araignées, les myriapodes. Ça pèse pour la moitié des animaux. Ensuite les poissons, les mollusques, les vers en rouge en haut. Et puis en bas à droite, vous avez l'ensemble des mammifères. Donc l'ensemble des mammifères, vous avez les mammifères domestiques, bovins, ovins, porcins, qui pèsent pour 0,1 gigatonne de carbone. Les êtres humains pour à peu près la moitié de ça, rien que notre espèce, et les mammifères sauvages, qui représentent 1/15 de notre cheptel domestique. Il y a le poids sur Terre de l'ensemble des mammifères sauvages, c'est 15 fois moins que notre cheptel domestique. 15 fois moins. Et 7 à 8 fois moins que nous. Donc ça vous donne une mesure, à travers ces quelques chiffres, de la pression qu'on exerce quand même sur les environnements, notamment sur les environnements terrestres, continentaux. Je poursuis autour de ces notions de biodiversité. Et à quelle échelle de taille on regarde la biodiversité? Généralement, on la regarde à notre échelle. Mais on peut regarder plus gros,
c'est assez facile, les arbres. Puis on regarde plus petit, des bactéries, des virus. Maintenant, depuis 1 an et demi, on a l'habitude de regarder les virus. Alors ce foisonnement microscopique, je vous en donne une image, avec 1 litre d'eau de mer. Qu'est-ce qu'on va trouver dans 1 litre d'eau de mer? On va trouver à peu près 100 millions de protistes. Les protistes sont des organismes unicellulaires, une seule cellule, mais déjà assez perfectionnés, avec des tas de petits organes, de micro-organes qu'on appelle des organites à l'intérieur de la cellule. Donc en gros, c'est la population de la France. On a 1 à 10 milliards de bactéries, en gros la population du monde. Et puis on a entre 10 et 100 milliards de virus. Donc si vous allez au bord de la mer et que vous buvez la tasse, vous verrez que vous n'aurez pas bu que de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte quand on regarde la biodiversité? On peut prendre en compte des gènes. L'espèce humaine, c'est à peu près 3 milliards de gènes. 3 milliards de barreaux de la molécule d'ADN. Donc on déroule notre ADN dans nos chromosomes, et puis on compte les barreaux de la molécule d'ADN. On a à peu près 3 milliards de barreaux. Donc on se dit, c'est pas mal, on est quand même Homo sapiens, c'est plutôt bien. Et si on regarde la tulipe, c'est 11 fois plus. La tulipe a un génome 11 fois plus grand que celui d'Homo sapiens. Donc ça montre simplement que la complexité n'est pas forcément liée à la taille du génome. Et puis toujours en regardant la biodiversité, en l'éclairant encore de manière différente, on peut regarder les relations entre les espèces au sein d'un écosystème. Ici, c'est un écosystème dans l'Atlantique Nord, centré sur la morue. Et la morue, c'est le petit carré jaune au milieu. Et ce fatras de traits dans tous les sens, ce sont les relations entre la morue et les autres espèces qui l'entourent. Donc pour vous dire que la biodiversité, c'est quelque chose de compliqué, et qu'en plus, cette biodiversité, elle évolue. Donc il faut s'habituer à cette réalité complexe. C'est pas facile, mais on ne peut pas réduire cette complexité parce qu'on aurait envie de la réduire, on aurait envie que ça soit simple. Ça n'est pas simple. Et il faut l'accepter, il faut que les entrepreneurs, les industriels, les journalistes, les politiques acceptent que c'est compliqué, et il ne faut pas pour autant tomber dans l'irrationnel non plus, et penser que c'est surdimensionné. Je vous propose maintenant un deuxième chapitre que j'ai intitulé « À l'aube de la 6e extinction, danger sur la planète », puisqu'on nous parle de 6e extinction, finalement, est-ce que c'est vrai? Alors on a un certain nombre de constats, des constats qui sont liés à des protocoles de mesure pendant plusieurs décennies sur certains groupes animaux notamment, comme les oiseaux. Et là, depuis 1989 jusqu'à 2013, on a des suivis temporaires d'oiseaux communs exactement avec le même protocole. Et on a les fluctuations des populations d'oiseaux. On voit qu'il y a des oiseaux généralistes en bleu qui se portent plutôt mieux, puisqu'on est parti de 100 en 89 et on est à peu près à 110 en 2013. C'est lié à quelques espèces qui sont très abondantes. Et par contre, on voit bien que la courbe jaune, à l'inverse, on a perdu plus de 40% des oiseaux dans les plaines agricoles pendant la même période, simplement liée aux pratiques agricoles. Alors une observation intéressante récente, c'est qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la relation entre le PIB dans différents États des États-Unis, donc c'est l'axe horizontal, par rapport au nombre d'espèces en danger. C'est une échelle logarithmique du nombre d'espèces en danger, et chaque petit trait, ça correspond à l'évolution d'un État des États-Unis. Et on voit très bien qu'il y a une corrélation entre la richesse des États et la pression qui est exercée sur l'environnement. Autrement dit, plus la pression qui est exercée sur l'environnement est forte, plus l'État apparaîtra riche en termes de PIB, en termes de produit intérieur brut. Ça veut dire que le PIB n'est pas une bonne mesure de l'activité, parce que plus on va grignoter notre capital naturel, plus le PIB va être important. Donc il faudrait peut-être se pencher sur le fait qu'on pourrait avoir un PIB qu'on appelle vert et qui intègre dans son calcul les dégradations qu'on peut faire subir à la planète. Alors au vu de tout ça, il y a une structure qui s'appelle l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous a dit en 2019 qu'il y avait entre 500 000 et 1 million d'espèces qui pourraient disparaître sur Terre. Alors est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Et une partie de la réponse, elle vient de ce qu'on peut observer dans le passé géologique de la Terre. Et donc je vous propose de vous parler un petit peu des crises anciennes. Ces crises anciennes qui ont traversé la biosphère sur la planète, elles ont toujours été dues à plusieurs facteurs. Il n'y a aucune crise qui ait été multifactorielle, que ce soit des météorites, du volcanisme, de la répartition des continents, de la quantité d'oxygène dans l'océan, des changements climatiques. Elles ont toutes été multifactorielles. Alors généralement, il y a deux prétendants importants qui sont le volcanisme et les chutes de météorites. Et souvent, les médias mettent beaucoup l'accent
sur les chutes de météorites. Alors qu'en est-il exactement? Parce que c'est un facteur médiatique important. Donc qu'en est-il? En fait, sur les 5 crises majeures qui ont émaillé la vie de la biodiversité sur Terre depuis 500 millions d'années, il y en a seulement 3 où on a des impacts météoritiques, et la plus grande des crises n'a pas d'impact de météorites. Donc c'est une crise, j'ai marqué Suède, avec un impact qui fait 52 km, puis on a une météorite au Canada avec un impact de 100 km, et puis on a la météorite qui correspond à l'extinction des dinosaures avec un impact de 180 km au Yucatan, au Mexique. Mais par contre, ce que l'on a aussi, c'est qu'on a, donc il y en a seulement 2 ou 3 qui coïncident avec des crises, mais si on regarde tous les impacts de météorites qui sont au moins de taille équivalente à ceux qu'on a observés pour les crises, ce sont les petits ronds gris que j'ai mis sur la colonne à gauche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'impacts qui sont au moins de taille équivalente à ceux qui sont associés aux crises, et pour autant il n'y a pas eu de crise en face. Ça veut dire qu'il y a très peu de corrélation entre les météorites et les crises. C'est un facteur qui n'est ni suffisant ni nécessaire. Alors pour le volcanisme, on a des grands épanchements volcaniques en face de pratiquement toutes les crises, toutes les grandes crises. On a aussi des épanchements là où il n'y a pas de crise. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la plus grande crise qui ait traversé la biosphère, entre l'ère primaire et l'ère secondaire, on a un épanchement volcanique qui représente l'équivalent de 7 km de lave sur la surface de la France. Voilà. Donc il existe des épanchements sans crise, ça n'est pas un facteur suffisant, et c'est pratiquement un facteur nécessaire puisqu'il y a simplement une crise pour laquelle on n'a pas de volcanisme avéré, mais c'est la crise la plus ancienne, et on peut se demander si à ce moment-là, la subduction, la tectonique des plaques n'a pas fait que le volcanisme de cette époque très ancienne ne s'est pas retrouvé enfoui dans les profondeurs de la Terre. Donc on a une assez bonne corrélation entre le volcanisme et les crises. Autre chose, comment s'enregistrent ces crises finalement dans le registre fossile? Parce que là, je veux tuer une idée reçue en vous disant, en gros, quand on a un banc avec des fossiles un petit peu comme ça, avec énormément de fossiles, on a tendance à penser qu'il y a eu une crise parce qu'il y a eu beaucoup de morts. En fait, ça n'est pas une crise, c'est une hécatombe. Quand on observe les bancs qui séparent, qui correspondent aux périodes des grandes crises de la biodiversité, ici c'est le banc qui sépare l'ère primaire de l'ère secondaire, que vous avez ici, où il y a le petit couteau suisse, c'est un banc qui est vide. Il n'y avait plus personne à cette époque-là sur Terre, ou presque plus. 90% des espèces ont disparu à ce moment-là. Donc ça a été absolument énorme. Ce qui veut dire que les crises ne sont pas des hécatombes. Et effectivement, les crises correspondent à des déclins progressifs de la biodiversité, des déclins progressifs des abondances au sein des espèces. Ce sont bien les abondances, les nombres d'individus au sein de chaque espèce qui vont diminuer. Et c'est ça qui fait une crise de la biodiversité. Et ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, cette image, elle est totalement fausse. C'est-à-dire que les dinosaures ne se sont pas dit « Oh là là, il y a une météorite qui va tomber, je vais la prendre sur la tête, on va tous mourir ». Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que sinon, le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire aurait été plein de fossiles, fossiles de dinosaures et fossiles d'ammonites dans la mer. Et ce n'est pas le cas. Les bancs sont vides. Donc ça veut dire que les déclins avaient commencé bien avant, bien avant, la chute de la météorite. Et qu'ils étaient très certainement liés au volcanisme et à des changements climatiques. Alors quand on a des crises, il y a des gagnants et il y a des perdants. Ici, je vous ai remis l'exemple de la crise entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, la crise qu'on appelle KT, Crétacé-Tertiaire, et les écosystèmes ont complètement changé, parce que même si cette crise a été relativement modeste, au sens où elle n'a pas éradiqué un pourcentage d'espèces absolument gigantesque, on est autour de 70% d'espèces qui ont disparu. Les espèces qui ont disparu étaient des espèces vraiment très importantes dans le fonctionnement des écosystèmes, aussi bien continentaux que marins, et ça a conduit à un bouleversement assez majeur des écosystèmes en termes d'impact écologique de la crise. Alors pour synthétiser tout ça, une crise c'est quoi? Si on regarde par référence au passé géologique, une crise, c'est multifactoriel, et nous sommes aujourd'hui face à un processus multifactoriel. Il y a des sujets de pollution, il y a des sujets de déplacement d'espèces, il y a des sujets d'exploitation des espaces, notamment dans les continents, de surexploitation des ressources, notamment dans les océans avec la surpêche, et de changement climatique. Donc on est dans du multifactoriel, comme dans les crises anciennes.
Si on regarde les mécanismes également, finalement, on est aussi face à un processus insidieux où il n'y a pas d'hécatombe. On ne voit pas, si je vous dis qu'il y a la moitié des moineaux qui ont disparu dans Paris depuis 15 ans, il y a 2 fois moins de moineaux dans Paris qu'il y a 15 ans. Même un peu moins encore que 2 fois moins. Un peu plus que 2 fois moins. C'est un peu pire. C'est même pire que ça. Donc, et on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit toujours des moineaux. Donc c'est assez insidieux. On ne voit pas bien ce qui se passe autour de nous. Il y a des déclins d'abondance qui sont très importants. Et les crises anciennes ont fonctionné de la même manière. Donc ça devrait attirer notre attention sur le fait qu'on est sur finalement les mêmes mécanismes que ces crises du passé. Simplement, on est au tout début de ce chemin et on est au tout début. Il y a encore peu d'espèces qui se sont éteintes, mais ça va finalement très très vite aussi. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, est-ce qu'on irait vers un point de basculement, vers un point au-delà duquel les équilibres seraient rompus et on basculerait finalement dans d'autres équilibres? Il y a un état des lieux qui a été dressé, donc c'est une image un petit peu compliquée, mais vous n'êtes pas obligé de regarder le détail. Chaque ligne correspond à un type d'environnement. Et à gauche, on a mis les abondances, à droite, les richesses, donc le nombre d'individus, le nombre d'espèces pour ces différents environnements. Les petits traits pointillés, ça correspond à des limites, à des seuils qui pourraient correspondre à des basculements ou à des dégradations un peu trop importantes de ces différents écosystèmes. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre d'écosystèmes qui ont déjà franchi la limite, c'est-à-dire il y a déjà plus de 20% de l'écosystème qui est dégradé à l'échelle de la planète, puis il y en a d'autres pour lesquels ça va mieux et qui ne sont pas dégradés. Donc ça, on est capable de faire ce genre d'état des lieux et de se dire, bon, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça ne va pas bien? On voit que ce n'est pas encore catastrophique, mais qu'il y a quand même un certain nombre d'écosystèmes qui commencent à être vraiment dégradés. Si on regarde les amplitudes, et là, on a plutôt un schéma qui est rassurant. Donc, c'est un dessin qui représente différents groupes animaux et végétaux qui regarde le pourcentage d'extinction à l'horizontale. Le trait noir, ça correspond aux grandes crises du passé géologique. Donc, c'est les petits dessins en bas à droite en jaune. Donc, on voit qu'on est autour de 80% d'extinction pour les grandes crises du passé. Et puis, en blanc, sur la partie gauche du graphique, on a le taux d'extinction pour les espèces actuelles, pour les groupes actuels, et on voit il y a très peu d'espèces éteintes en fait. On est autour de quelques pourcents d'espèces éteintes. On est à 3, 4, 5% d'espèces éteintes maximum. Si on rajoute les espèces en danger, comme je le disais tout à l'heure à propos de l'IPBES, ces espèces en noir, on voit qu'on est autour d'une vingtaine de pourcents. Donc si on compare à 80% des crises du passé, on peut se dire mais il n'y a pas de problème. On est quand même très loin du problème. On est dans un bruit de fond autour de 10-15%. Donc ça va, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais on oublie de prendre un paramètre en compte, parce que là on parle d'amplitude, on oublie de prendre un paramètre en compte qui est la vitesse. La vitesse, c'est le taux avec lequel s'éteignent ou disparaissent ou déclinent un certain nombre d'espèces. Donc là, vous avez un graphique qui remonte à l'an 1500 puis qui va jusqu'à aujourd'hui pour différents groupes animaux et on voit très bien que les courbes s'accélèrent et donc on a un peu plus d'extinction, on en a de plus en plus d'extinction. On va en s'accélérant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer avec le passé géologique de la Terre. Il y a des scientifiques qui ont pris les 500 derniers millions d'années, qui ont fait 500 tranches d'1 million d'années à chaque fois et qui ont regardé quel était le taux d'extinction quand on passait d'une tranche à l'autre. Donc, en gros, on est autour de 20% d'extinction. Donc, c'est l'histogramme que vous avez à droite. Donc, vous essayez de le redresser intellectuellement et vous voyez qu'il y a un pic autour de 20%. La moyenne est à 20%. La médiane est peut-être même un petit peu en dessous. Donc, vous voyez que le bruit de fond moyen des extinctions, c'est autour de 20%. Les grandes crises du passé, comme je vous le disais, les extinctions de masse, elles sont autour de 80%. Donc, on peut se dire, nous, on est encore autour de 15%, tout va bien. Mais si on extrapole nos taux actuels sur 500 ans, sur 1 million d'années, et qu'on le fait par exemple pour les mammifères, on s'aperçoit qu'on est sur un taux de 8000% pour les mammifères. Alors je suis en train de vous embrouiller un petit peu là, parce que je compare une vitesse instantanée sur 500 ans à une vitesse moyenne sur 1 million d'années. Mais même si je m'étais trompé d'un facteur 10, voire même pire d'un facteur 100, je serais déjà au niveau des grandes crises du passé. Donc on est sur la même dynamique, on est sur le même rythme.
Enfin, on n'est pas sur le même rythme, on va beaucoup plus vite, mais même si on est au début du chemin, comme on se dirige très très vite sur ce chemin, on risque d'arriver dans le mur relativement rapidement. Relativement rapidement, ça veut dire à échéance de quelques décennies ou de quelques siècles. Alors, est-ce qu'on est en route vers d'autres fonctionnements? C'est vraisemblable, sachant que les écosystèmes sont des systèmes qui sont sensibles à des effets de seuil, qui basculent dans des effets de seuil, qui peuvent changer d'état. Et je vais vous en donner une image, qui est l'image de la Tour Eiffel. Imaginez la Tour Eiffel, imaginez que les rivets de la Tour Eiffel soient des individus au sein des espèces. Chaque poutrelle est une espèce, les rivets sont les individus dans cette espèce, on peut faire sauter des rivets. Donc on enlève des individus de l'écosystème, la Tour Eiffel ne va pas s'effondrer. On peut enlever des poutrelles, on peut enlever une poutrelle, 2 poutrelles, 3 poutrelles, un petit peu comme on peut enlever des espèces dans un écosystème. L'écosystème va être résilient, il va continuer de fonctionner, il va y avoir des phénomènes de compensation qui vont se mettre en place, ce qu'on appelle de l'homéostasie. Et puis au bout d'un moment, je vais enlever une poutrelle de trop à la Tour Eiffel, elle va s'effondrer. Donc je vais me retrouver avec un tas de ferraille sur le champ de Mars. J'aurai toujours la Tour Eiffel, c'est-à-dire j'aurai toujours physiquement une certaine masse de ferraille. Donc j'aurai toujours la Tour Eiffel, elle aura simplement changé d'état et elle ne rendra plus les mêmes services. Les écosystèmes, c'est pareil. Au bout d'un moment, on va avoir enlevé l'espèce de trop. Donc l'écosystème va changer d'état, va basculer dans un nouvel équilibre et il ne rendra plus les mêmes services. Alors est-ce que ces nouveaux services seront compatibles avec la vie de nos sociétés? J'ai un doute parce que nos sociétés, depuis quelques centaines d'années, se sont construites sur une planète très stable, relativement stable à notre échelle. En tout cas, elle nous apparaît stable et nos sociétés fonctionnent dans cette stabilité. Et si on la déstabilise, le premier risque, c'est une fragilisation de nos sociétés. Ce n'est pas la planète elle-même. J'ai aucune inquiétude sur l'avenir de la vie sur Terre. Alors, est-ce qu'on va tous mourir? Oui, on va tous mourir. Un jour. Mais est-ce qu'on va tous mourir collectivement? Alors, espérons que non. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai trouvé cette image qui s'appelle « Habiter la Terre ». Comment est-ce qu'on habite la Terre? Et j'ai trouvé cette image qui est un jeu d'enfant anglo-saxon qui s'appelle « Inhabit the Earth ». Et qui montre en fait que ça commence à préoccuper, à percoler dans la société, même si pour moi c'est beaucoup plus qu'un jeu d'enfant. La première chose à faire, c'est qu'il faut s'ancrer en nature. Il faut arrêter de penser que Homo sapiens est différent des autres espèces. Nous sommes un animal, parmi d'autres animaux, avec nos propres caractéristiques. Chaque espèce a ses propres caractéristiques, mais nous sommes un animal et il faut arrêter de se penser supérieur à tout le reste de la planète. On a des caractéristiques intéressantes, on a un cerveau, on sait s'en servir, il y a des trucs très intéressants qu'on est capable de faire avec ça, mais néanmoins, il faut qu'on arrive à se sortir ça de la tête. Il faut arriver à s'ancrer en nature, et la pandémie nous l'a rappelé de manière un petit peu virulente, et je rappelle pourtant que c'est un virus qui est extrêmement inoffensif. C'est un virus qui est très peu méchant, il est très peu mortel. Il s'attaque essentiellement à des personnes plutôt faibles, des personnes âgées, des personnes qui ont des facteurs de comorbidité, des choses comme ça. Ce n'est pas un virus qui vous a beaucoup touché dans votre classe d'âge. Donc, ce n'est pas un virus si méchant que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dure, parce que sinon, il aurait tué plein de gens et il aurait disparu lui-même. Il serait éradiqué de lui-même. Donc, ça veut dire qu'il faut s'ancrer en nature. Ça veut dire qu'il faut être en capacité de penser des échelles de temps et d'espace qui ne sont pas les échelles de notre quotidien. Parce que les questions écologiques, ça se traite sur 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Les questions d'évolution, c'est même encore plus long. Et donc, il faut arrêter de penser sur l'horizon des 5 ans qui viennent. Il faut prendre conscience. Je pense que vous êtes une génération qui prenait largement conscience, beaucoup plus que des générations antérieures, sachant qu'on peut avoir deux attitudes. On peut avoir une attitude complètement cynique, qui est simplement de dire, après tout, l'évolution a conduit à un moment donné à l'émergence des vertébrés, des mammifères, des primates et d'Homo sapiens. Homo sapiens, il a un gros cerveau, il fait plein de trucs avec ce gros cerveau. Il va faire des bombes atomiques, il fait des voitures, il fait des avions, il fait des routes, des pesticides, des insecticides, des tas de produits chimiques. Il fait des trucs avec son cerveau. Et après tout, les castors font des barrages, et puis les termites font des termitières, les fourmis des fourmilières. Donc c'est l'évolution. Et puisque nous sommes ancrés en nature, et que je sors de ce dualisme homme d'un côté, nature de l'autre, nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons. C'est la vie, c'est l'évolution. Donc ça me dédouane et je peux faire n'importe quoi. C'est une attitude qu'on peut entendre. D'un autre côté, on peut avoir une attitude plus responsable qui est de dire ce gros cerveau qui me sert à faire des tas de choses, il me sert aussi à avoir conscience de mes actes
et ça me permet de réagir et pas seulement d'agir. Autrement dit, dans cette affaire où je vous dis il faut s'ancrer en nature, il faut sortir du dualisme homme-nature, l'homme d'un côté, la nature de l'autre, il ne faut pas en sortir complètement parce que sinon on se déresponsabilise totalement. Donc il faut remettre un petit peu une pincée de dualisme dans la recette, finalement, de la manière dont on pourrait, dont on peut habiter la Terre. Ça veut dire qu'il faut imaginer une éthique pour habiter cette Terre, que nous sommes face à des défis, notamment des défis de société, avec un certain nombre d'injustices environnementales. Il faut les regarder en face, il faut savoir les dépasser. Tout le monde n'est pas dans la même situation, on ne peut pas demander les mêmes efforts à tout le monde. Ça n'est pas possible. Et ça nous amène aussi à se poser la question des limites. Est-ce que parce que j'ai la possibilité financière de m'acheter un jet privé ou de me payer un petit voyage dans l'espace, puisque le tourisme spatial arrive depuis quelques temps, mais pas longtemps, sur Terre, est-ce que parce que je peux me payer ce genre de choses, j'ai les moyens financiers de le faire, est-ce que je dois le faire, est-ce que j'ai le droit éthique de le faire? Et je dois me poser ces questions. Ça pose la question d'objets surdimensionnés, ça pose la question de la consommation en général. Je vous donne un exemple. Un jeans parcourt 50 000 km avant d'arriver dans votre armoire. Donc chaque fois que vous achetez un jeans, c'est 50 000 km plus un certain nombre de litres d'eau, etc., etc. Il y a des choses qui sont complètement absurdes. J'ai trouvé cette publicité en Suisse, sur un site suisse, où les Suisses mettent de l'air des Alpes en bouteille, compriment de l'air, et ils expédient ces bouteilles en Chine ou en Asie. Donc dans la bouteille, vous avez 9 litres d'air des montagnes suisses, ça vaut 20 francs suisses. J'ai fait le calcul, il faut 400 000 francs suisses par jour si vous voulez respirer toute la journée de l'air des Alpes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait des choses comme ça? Alors on a le droit de le faire, hein, légalement, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Hein. Mais essayons de poser la question quand on est face à ce genre de choses. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Ici, l'image d'un palais, d'une salle de réception absolument somptueuse, qui est le palais du roi des Belges à Bruxelles. J'ai pu visiter une journée porte ouverte, et on voit que le plafond est vert brillant, on voit que les lustres sont tout brillants, c'est d'un goût 19e siècle, enfin c'est un peu bizarre. Et en fait, Albert Ier, il a scotché au plafond et sur les lustres des élytres, donc les ailes brillantes, colorées, de ce petit coléoptère qui s'appelle un bupreste, et on estime qu'il en a collé quand même 1,4 million au plafond et sur les lustres, hein, d'une espèce. Donc vous voyez que les erreurs ne sont pas d'aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire qu'on peut se doter de règles collectives et que parfois ces règles collectives, ça marche. Donc là, je faisais un peu appel à votre conscience individuelle, mais il y a aussi des règles collectives qui marchent. On a fait un moratoire sur la pêche au thon rouge en Méditerranée. Les thons rouges sont revenus parce que l'écosystème du thon rouge n'avait pas basculé dans un nouvel équilibre. Il était encore dans l'équilibre antérieur. Donc on peut se doter de règles collectives. Et puis certains sont très technophiles et disent « oui, mais attendez, mais de toute façon, l'homme, il a toujours inventé des tas de trucs, la technologie va nous sauver. » On va s'en tirer avec la technologie. On sait envoyer des robots sur Mars, c'est extraordinaire, on sait faire une station spatiale, c'est formidable, on va bien y arriver. Sauf que là, on est dans un monde de physique, en gros, et on est dans un monde qui est déterministe. On est dans un monde d'équations. On sait très bien que si on calcule la trajectoire d'une fusée avec la poussée initiale, etc., on sait ce qui va se passer, on sait où la fusée va aller. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand le robot va arriver sur Mars, s'il y a un gros caillou qui va le faire basculer ou pas. Mais le reste, on le maîtrise complètement. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont tentées ou qui pensent qu'on peut faire la même chose avec le vivant. Et que le vivant, on va pouvoir le gérer, finalement, avec notre technologie. Ils parlent de gestion de la planète, littéralement. Et j'ai juste vous en donné 2-3 exemples, très rapidement, sur cette technologie. Les punaises de lit. Les punaises de lit, c'est un fléau très ancien. Les plus anciennes, elles remontent, on les a trouvées dans des tombes égyptiennes qui remontent à 3500 avant notre ère. Donc il y a 5500 ans, il y avait déjà des punaises de lit. Elles marquent, on en parle dans la littérature à différents moments, et les gens font référence aux punaises de lit au Moyen-Âge, à la Renaissance, et plus tard, jusqu'au début du XXe siècle, il y a des punaises de lit. Et puis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a le DDT, et on met du DDT partout, et on éradique les punaises de lit. Donc on est très content, il n'y a plus de punaises de lit. Puis 30-40 ans plus tard, on retrouve les punaises de lit, vous avez sans doute tous et toutes entendu parler de punaises de lit, aujourd'hui, qui reviennent. Qu'est-ce qu'on a fait?
On a cru avec notre technologie se débarrasser d'un truc assez simple qui est la punaise de lit, mais en fait on a exercé une pression de sélection sur les punaises de lit, pression de sélection darwinienne, et maintenant on a des populations de punaises de lit qu'on a sélectionnées qui sont beaucoup plus résistantes. Et ils font, pour s'en débarrasser, ça devient très très difficile. Et on est en train de sélectionner la future génération avec les produits qu'on utilise aujourd'hui. Un autre exemple qui est celui du Buttergate au Canada, on a ajouté d'huile de palme dans l'alimentation des bovins parce qu'on considérait que c'était mieux pour le lait, puis qu'il y avait plus de matière grasse dans le lait, que c'était bien. Ça a changé les caractéristiques du beurre. Donc les Québécois ont fait un scandale autour de ça parce que le beurre n'est plus tartinable. Il est rigide, même quand il est froid, quand il est chaud, il reste rigide. Donc on a tout changé. Là, c'était un truc très simple. On modifie juste un peu l'alimentation d'un animal. Et puis les OGM. Hein. Ici, je vous donne l'exemple du coton BT de Monsanto. Ce coton BT, c'est une manipulation génétique. Donc BT, c'est le nom d'une bactérie qu'on injecte, enfin on prend un bout de génome de cette bactérie, on l'injecte dans le génome du coton, et comme ça le coton contient son propre insecticide contre des papillons qui vont parasiter les champs de coton, qui vont aller pondre dans les graines du coton et dans les fruits du coton, et qui font qu'après il y a des petites chenilles qui se développent à l'intérieur, ça mange le coton et ça détruit les champs de coton. Donc on s'est dit on va faire ça, ça va être formidable, puis il n'y aura plus besoin de faire d'épandage anti-insecticides sur les champs, on explique aux agriculteurs. Et on a fait malheureusement ça, beaucoup ça en Afrique, Burkina Faso et autres pays africains qui sont confrontés à beaucoup de problèmes. Monsanto leur a vendu ça en leur disant vous allez voir, ça va être formidable. On s'est vite rendu compte avec les premières récoltes de ce coton BT que les fibres du coton étaient plus courtes, donc elles étaient de moins bonne qualité, donc que le coton se vendait moins cher. Ils n'avaient pas prévu. Bah oui, on manipule du vivant et puis on croit qu'avec un gène ça va suffire, qu'on va bricoler. Mais les gènes sont en interaction les uns avec les autres, donc on a bricolé ça, et ça a modifié la longueur des fibres du coton. Et puis bien sûr, comme pour les punaises de lit, on a sélectionné des individus de ces insectes parasites, de ces papillons parasites, on a sélectionné les plus résistants, et quelques années plus tard, l'insecticide OGM ne faisait plus d'effet. Donc il a fallu reprendre les épandages à des doses supérieures à celles qu'on mettait avant, parce qu'on avait justement sélectionné des papillons qui étaient beaucoup plus résistants. Donc finalement, ça a été la double peine, des fibres plus courtes, même triple peine, des fibres plus courtes, des insecticides qu'il a fallu remettre en masse, et un lien avec Monsanto, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est quand même pas un ange, et qui fait que dès que vous avez des semences Monsanto, les semences ne vous appartiennent plus, et vous êtes obligé de réutiliser les semences Monsanto et de les racheter chaque année. Donc voilà, Monsanto, ceci dit, est parti de ces pays africains sans demander son reste et en laissant la facture, malheureusement, aux populations locales. Dernière chose pour conclure, puisque j'arrive au bout de mon temps, on entend parfois dire sur les ondes qu'il y a des planètes B. On a découvert une planète B, on a découvert une Terre bis. Je suis désolé de vous contredire, mais il n'y a pas de planète B. Alors on va se mettre dans l'idée qu'il y en a une, et on va essayer d'y aller. Et effectivement, s'il y en avait une, elle serait trop loin. Alors il y en a une qui n'est pas très loin, puisqu'elle est dans le système solaire le plus proche du nôtre, qui s'appelle Proxima du Centaure. Et on a trouvé dans Proxima du Centaure une planète qu'on a appelée Proxima b, qui n'est pas si loin que ça. Ceci dit, les ondes radio mettent quand même 55 ans pour nous parvenir. Je vous rappelle que depuis Mars, ça met 7 minutes. Donc si je fais une règle de 3, entre 55 ans, 7 minutes, le temps qu'il faut aller sur Mars, ça veut dire qu'il faut entre 20 et 50 000 ans pour aller sur Proxima b. 20 et 50 000 ans. Donc déjà, ça doit calmer un petit peu. Mais comme je suis technophile, je vais vous expliquer qu'on va avoir un moyen de transport fantastique dans 15 ans ou dans 20 ans et qu'on va pouvoir y aller en 3 mois. Donc on y va. On y part, mais Proxima b ne tourne pas sur elle-même. Il y a un côté très chaud, il y a un côté très froid, il y a une bande tiède au milieu. Mais comme on est malin, on va se poser sur la bande tiède. Jusque-là, tout va bien. On met 3 mois, on arrive, on se pose. Et puis, donc Proxima b ne tourne pas sur elle-même. Je ne sais plus où j'en suis là, c'est bon. Et puis Proxima b fait à peu près 1,7 fois la masse de la Terre. Alors ça, dit comme ça paraît pas... on se dit c'est pas si gênant que ça. Sauf que ça veut dire que la pression atmosphérique est en gros 1,7 fois la pression de la Terre. Au passage, on imagine que
bien sûr, la composition de l'atmosphère est parfaite pour qu'on puisse respirer. On a 21% d'oxygène, on a de l'azote, enfin tout va bien, quoi. Donc on sort de la fusée, et là, la pression atmosphérique est telle que nos muscles respiratoires ne sont pas suffisants pour pouvoir respirer. Donc on a besoin d'une assistance respiratoire. Mais on a prévu et on a une assistance respiratoire. Et puis la gravité fait 1,7 fois celle de la Terre. Donc là, nos muscles ne sont pas suffisants pour qu'on puisse se tenir debout. On est scotché par terre. Donc là, on a un exosquelette. Et là, il n'y a plus de problème. Avec notre exosquelette, tout va bien. Il y a un dernier petit détail quand même, qui est qu'avec une gravité de 1,7 fois celle de la Terre, notre cœur n'est pas assez puissant pour envoyer le sang jusqu'au cerveau, si on est en position debout. Donc ça devient un petit peu compliqué parce qu'il faut aussi une assistance circulatoire. Alors on n'est pas bien sur Proxima b, donc on se dit on va rentrer. Mais pour rentrer, dans la mesure où on est sur une planète qui est plus grosse que la Terre, il faut une fusée bien plus puissante que celle qui nous a permis d'y aller. Donc il faut une fusée absolument gigantesque avec énormément de carburant pour pouvoir redécoller de Proxima b. Tout ça pour vous dire que même dans le système solaire le plus proche de nous, on trouve des planètes B, comme on dit. Elles sont quand même assez peu habitables et je pense qu'il y aurait peu de candidats pour y aller. Donc nous sommes condamnés à rester sur cette planète. Et sur cette planète, nous devons faire attention parce que le vivant ne se prédit pas. L'évolution n'est pas prédictible, le vivant ne se gère pas. Et par conséquent, nous sommes face à un saut dans l'inconnu. On a intérêt à faire attention. Merci. Le PIB, c'est une mesure de l'activité économique d'un pays et ça ne prend en compte que des critères économiques. Ça ne tient pas compte du tout du capital naturel et plus vous allez taper dans votre capital naturel, plus votre PIB va augmenter. De manière paradoxale, si vous détruisez des choses, ça va augmenter votre PIB. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se sont élevées contre ça et qui ont dit, dans un calcul d'un PIB qui serait honnête, on devrait également tenir compte de l'érosion de notre capital. Donc c'est introduire dans le calcul du PIB des facteurs supplémentaires qui tiennent compte de cette érosion du capital. Si vous avez, mettons que vous gérez une forêt, plus vous allez couper d'arbres, plus votre richesse va augmenter. Mais au bout d'un moment, il n'y aura plus un seul arbre dans votre forêt, parce que vous aurez oublié d'en replanter. Vous aurez oublié d'en replanter. Donc le PIB vert, c'est simplement ça. C'est avoir un instrument de mesure qui soit plus honnête que l'instrument actuel et qui tienne compte de ça. Et dans ces cas-là, on se rendrait compte sans doute que le PIB de la Chine n'est pas si extraordinaire que ça. Alors que celui du Costa Rica ou du Guatemala, je ne sais plus quel est l'État qui respecte aussi bien, le Costa Rica, je crois, on aurait un PIB qui serait bien supérieur à celui qui apparaît. Pour la pandémie, mes propos étaient des propos un petit peu froids, un petit peu scientifiques, mais qui constatent simplement que la mortalité, la létalité liée au coronavirus, au SARS-CoV-2, elle est relativement faible. On n'est pas face à la peste, par exemple, qui tuait une personne sur deux. On est face à un virus qui n'est pas si méchant que ça, et on a été face, même dans des années récentes, à des virus qui étaient beaucoup plus méchants, et c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'ils se sont peu diffusés. Parce qu'on a pris tout de suite en charge les personnes qui en mouraient très rapidement et le virus s'est peu diffusé, il est resté relativement limité. Un virus qui est moins dangereux, il va beaucoup plus se diffuser simplement parce que les porteurs du virus ne mourant pas vont le transmettre à d'autres. Donc il y a une mécanique comme ça. Donc de manière très froide, en analysant froidement les choses, on peut dire que la pandémie, elle n'est pas si grave que ça, mais c'est ce qui fait qu'elle est aussi assez générale, et elle est quand même suffisamment grave pour qu'à l'intérieur de nos sociétés, on considère que ça n'est pas supportable, d'où les mesures qui ont été prises. Parce que s'il y avait eu, en gros, s'il y avait eu 1 million de morts en France, 10 fois plus que ce qu'il y a eu jusqu'à présent, je veux dire, sur 68 millions d'habitants, il n'y avait pas 30 millions de morts. Hein. J'ai des chiffres pour la peste, pour vous donner, je fais vraiment une longue parenthèse là, mais des chiffres pour la peste. Je me rappelle de chiffres dans un village de Côte d'Or qui s'appelle Givry. Et dans l'été 1343,
il y a pratiquement 60% de la population du village qui est morte. Vous vous rendez compte, en l'espace de 2 mois, ce que devaient ressentir ces gens à l'époque. Il y avait plus de la moitié du village qui est mort. Donc même s'il y avait eu 1 million de morts en France sur 70 millions d'habitants pour arrondir, c'était pas si énorme que ça. Donc on voit bien qu'on aurait pu laisser filer les choses. Mais ce n'est pas acceptable socialement, dans la manière dont nous fonctionnons collectivement, qui fait que ça n'a pas été acceptable et que ça a été acceptable pour aucun pays, et donc il y a eu les mesures qui ont été prises. Moi, je vous dresse un constat. J'essaye de dresser un constat en vous expliquant ce qu'est la biodiversité, en vous expliquant la trajectoire sur laquelle on nous trouvons et en dessinant quelques lignes, quelques pistes vers lesquelles on pourrait aller en étant dans un peu plus de frugalité peut-être, dans un meilleur partage équitable des ressources et de la consommation. Simplement, c'est ça que je veux dire. Mais je ne peux pas vous donner de leçons ni me mettre à la place de quiconque. Je dis simplement qu'on ne peut pas imaginer un système où le même effort devrait peser sur tout le monde, parce qu'on est tous dans des situations différentes. Il y a des gens qui ont plus de revenus, il y a des gens qui ont moins de revenus, il y a des gens qui ne sont pas au même stade de leur vie, il y a des gens qui ont des enfants en bas âge, il y a des gens dont les enfants sont partis ou qui n'ont pas d'enfants du tout, il y a des ruraux, il y a des urbains. Tout ça, ça fait des situations différentes, et il faut que les mesures collectives s'appliquent avec discernement sur ces différentes populations, au niveau des mesures collectives. Par ailleurs, j'en appelle à une certaine prise de conscience individuelle, qui est une prise de conscience de consommateur, en fait, de la manière dont on utilise la planète. Donc, quelle pression individuelle exerce-t-on chacun sur la planète? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on peut faire des efforts individuels? Ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de vivre. Homo sapiens, c'est une espèce parmi d'autres, comme je l'ai dit, et elle a parfaitement le droit d'exister sur Terre. Néanmoins, compte tenu de la pression qu'elle exerce et de la conscience qu'elle a de cette pression, peut-elle changer de comportement? Et je ne vous demande pas d'être un ascète complet et d'arrêter de vous habiller, de circuler, etc. Posez-vous simplement la question de temps en temps. Soyez vertueux dans certains compartiments de votre vie, et puis quitte à vous faire plaisir dans d'autres compartiments de votre vie. C'est un peu ça. Mais si on fait ça un petit peu tous, globalement, ça peut avoir un vrai impact. Là, j'en ai pas parlé ce matin, mais je donne souvent l'exemple d'emmener les enfants en voiture à l'école. Alors, je pense que vous n'avez pas d'enfants, vous êtes tous d'une génération, vous n'avez pas encore d'enfants, enfin peut-être, hein, mais je ne veux pas me mêler de votre vie. Emmener les enfants à l'école. Le trajet moyen pour emmener les enfants à l'école, c'est 500 mètres. Si on prend à l'échelle de l'Europe, parce qu'on a tous à peu près le même comportement en Europe, s'il y a 20 millions de personnes qui font plus ça chaque matin en Europe, ça fait 10 millions de kilomètres économisés par jour d'école. Donc on voit très bien avec cet exemple très simple qu'un effort individuel minime, collectivement, ça peut avoir un impact considérable. Donc c'est ça qu'il faut changer, mais vous faites partie d'une génération qui commence à changer. Hein. Moi aussi j'ai des enfants qui sont un petit peu plus vieux que vous, mais qui changent, hein, qui n'ont pas le même comportement que celui que j'ai pu avoir quand j'avais leur âge. Donc il faut changer. On n'est pas obligé de faire une révolution non plus, hein, ce n'est pas absolument nécessaire, mais il faut prendre conscience, il faut changer, il faut que chacun d'entre vous se fasse le porte-parole d'un certain nombre de choses auprès de ses proches, de sa famille, de ses amis, pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Mais je pense que vous avez tous des téléphones portables, vous envoyez tous des SMS, tout ça, ça a un coût pour la planète. Un abonnement à Netflix, ça a un coût pour la planète. Et ça a des coûts importants. 10% de l'électricité mondiale est utilisée par les serveurs aujourd'hui. Et 1% de cette électricité sont les abonnements de type Netflix. Donc, voilà. Je ne vous empêche pas d'avoir Netflix ni d'avoir un téléphone portable. Je vous dis simplement, posez-vous la question. Donc à l'aube de la 6e extinction, ça veut dire qu'on est en marche vers la 6e extinction, mais qu'on n'est qu'au tout début de la journée et au tout début du voyage. Donc à l'aube, c'est pour être optimiste, mais c'est quand même la 6e extinction, donc c'est grave parce qu'il y a déjà eu 5 extinctions dans le passé géologique de la Terre, donc on est en route vers la 6e. On est au début de la journée, mais il faut faire attention parce que la journée peut passer très vite, compte tenu du fait que la vitesse de l'extinction est très rapide, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'exemple des mammifères. On est face à des processus qui sont vraiment très rapides. Quel pourrait être l'avis sur Proxima B? Écoutez, il faudrait y aller pour voir. Hein.
C'est possible qu'il y ait de la vie. Il y a certainement de la vie ailleurs dans l'univers. Hein. La probabilité, elle est très forte, hein, compte tenu du nombre de planètes qui gravitent autour de différents soleils à travers la Voie lactée ou ailleurs, dans d'autres galaxies. La probabilité qu'il y ait de la vie, elle est très forte. La probabilité qu'elle ressemble à celle qu'on connaît sur Terre, elle est très très faible. Et si on réenroulait le film de l'évolution sur 500 millions d'années, seulement sur 500 millions d'années ou 540 millions d'années, et que le film reparte à ce moment-là, la probabilité qu'on ait Homo sapiens, elle est très faible. Hein. Très très faible. Hein. Il n'y a pas de déterminisme dans l'évolution. Il se trouve, alors je vais faire une petite histoire, mais il y a 540 millions d'années, vivait dans l'océan un petit ver qui était à peu près grand comme ça, donc 3 cm. Donc j'en ai vu des fossiles. Franchement, c'est insignifiant, c'est un truc, c'est infâme. À côté de lui, il y avait des bêtes plus importantes, des machins nettement plus costauds. On se disait, bon, ça, si on avait vécu à ce moment-là, on aurait dit, ça, c'est l'avenir de la planète. Hein. Et ce petit ver, il se trouve que dans son évolution subséquente, il a donné les vertébrés. Et que s'il n'avait pas survécu à ce moment-là, parce qu'il aurait très bien pu ne pas survivre, après tout, il aurait très bien pu ne pas survivre, s'il n'avait pas survécu, il n'y aurait pas eu les vertébrés. Donc c'est pour vous dire, bon, si on rembobine le film, qu'on recommence, ça ne sera plus le même film. Parce qu'il y a une part de contingence dans l'évolution, il y a une part d'aléatoire. Il y a des mutations qui se produisent, il y a des ajustements entre les conditions d'accueil de la Terre, c'est-à-dire le climat, la géographie des continents, la profondeur des océans, la quantité d'oxygène présente, etc., qui font qu'il y a des espèces pour lesquelles ça marche, il y en a pour lesquelles ça ne marche pas. Et ça, ce n'est pas prédictible. Donc ce n'est pas prédictible dans le passé, ce n'est pas rétrodictible, comme on dit, et ce n'est pas prédictible pour l'avenir. On sait très bien ce qu'il faut faire. Je veux dire, il faut arriver à changer de comportement, on sait ce qu'il faut faire, on sait quels sont les facteurs de pression qu'on exerce sur la biodiversité, donc on sait ce qu'il faut réduire. Quand on parle de pollution, par exemple, on sait très bien qu'il faut moins polluer. Moins polluer, ça veut dire mettre moins de produits chimiques pour l'agriculture, ça veut dire mettre moins de cochonneries dans les océans, utiliser moins de plastique, etc. Donc on sait ce qu'il faut faire. C'est pas... Il n'y a pas besoin d'une technologie fantastique pour se dire qu'il faut arrêter de consommer des plastiques dans tous les sens. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Et si je fais une parenthèse sur l'agriculture, on met beaucoup de produits chimiques dans l'agriculture. C'est ça qui fait qu'il y a moins d'insectes, qu'il y a moins d'oiseaux, qu'il y a 45% d'oiseaux qui est disparu des plaines agricoles. On sait ce qu'il faut faire. Mais ça demande des moyens. Il ne faut pas accuser les agriculteurs. Les agriculteurs, on les met dans un système et ils subissent un peu le système. Il faut simplement que, par exemple, l'argent de la politique agricole commune, elle aille sur une agriculture respectueuse de l'environnement au lieu de financer l'agrochimie. Hein. Ce qu'elle a fait depuis des décennies. C'est l'industrie agrochimique qui a été financée par la politique agricole commune, ce n'est pas les agriculteurs. Hein. Alors, ce n'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est quand même qu'on s'ancre en nature, mais qu'on continue de vivre sur la planète. Il ne s'agit pas, je ne suis pas dans un discours, on va éradiquer l'espèce humaine. Je n'ai pas du tout envie d'éradiquer l'espèce humaine. Ce n'est pas mon propos. Là... Quand vous mettez nature, c'est un petit peu englobant. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a le changement climatique qui exerce une certaine pression. Le changement climatique, le système climatique est un système mondial. Donc, quand on agit localement, ça se dilue dans un système mondial. Et il y a une inertie du système qui fait que les effets se feront sentir dans quelques décennies. Donc, c'est un petit peu décourageant. Ce n'est pas pour autant qu'il faille rien faire, mais c'est quand même un petit peu décourageant. La biodiversité, elle est très résiliente. Elle a une capacité de réaction qui est extrêmement rapide et elle le fait là où on se trouve. C'est-à-dire que si vous agissez localement, je vais prendre un exemple, moi je considère qu'il y a de la marge et qu'on pourrait le faire. Si on replante des haies dans la Beauce et dans la Brie, pas transformées en bocage, mais on remet des haies à travers ces paysages qui sont des paysages immenses où il n'y a rien. Ça va avoir un coût pour l'agriculture, mais là encore, la PAC peut peut-être prendre en charge ce coût pour l'agriculture, de manière plus intelligente que de financer des engrais ou des pesticides. Et très rapidement, c'est-à-dire en quelques années, on va avoir une bascule vers des environnements où il y aura plus de biodiversité. Parce que la biodiversité, elle est très résiliente. Donc si vous faites votre effort ici, et maintenant, vous en voyez les fruits là où vous avez fait l'effort, et dans peu de temps après. Donc c'est vraiment gratifiant.
C'est vraiment, et là ça me rend relativement confiant parce que la biodiversité elle a cette capacité de réaction tant qu'on n'a pas dépassé un effet de seuil. Je peux reprendre une image, c'est un peu comme une bille dans une gouttière. Vous avez un tuyau en forme de gouttière, vous faites osciller la bille comme ça dans le tuyau, et tant que vous n'avez pas dépassé l'effet de seuil, c'est-à-dire que tant que la bille n'est pas sortie du tuyau et est tombée à côté, elle revient au centre. Donc on est dans ce genre de système avec les écosystèmes. Et la capacité à revenir au centre, elle est forte. Donc on a un vrai levier d'action. Ça doit rendre optimiste. Isabelle Autissier a une formule pour ça, elle dit « la nature est bonne fille ». Parce qu'elle réagit positivement quand on lui fout la paix. Mais quand je dis on lui fout la paix, ça veut dire qu'on doit continuer de vivre avec. Et c'est pour ça que je dis aussi souvent, on peut être dans une logique de territoire où on va dire bah, finalement on va faire des aires protégées puis après on fait n'importe quoi ailleurs. C'est bien de faire des aires protégées. Certes, il faut faire des aires protégées, mais ça n'est pas suffisant. Ailleurs, il faut aussi apprendre à vivre avec le reste de la planète. Je vais peut-être vous faire peur un petit peu, mais je pense que oui. C'est-à-dire que le système, l'évolution du système climatique, l'évolution des pressions qu'on met sur les écosystèmes est telle que vous pourriez être confronté à ce genre de difficultés. En tout cas, ça pourrait venir avant la fin du siècle. Et il y a certains écosystèmes. Alors, je vais prendre l'exemple de la forêt brésilienne. Il y a un président au Brésil qui considère que brûler la forêt brésilienne, ce n'est pas un souci. Pourtant, les scientifiques ont fait des modèles. On arrive à faire des modèles, même si je vous dis qu'on ne peut pas prédire complètement ce que va faire la biodiversité, on fait quand même des grands modèles. Et on sait très très bien que la forêt amazonienne, elle s'auto-entretient. C'est-à-dire qu'elle capte de l'humidité, elle rejette cette humidité dans la journée, ça fait des nuages qui vont repleuvoir, qui vont refaire de la pluie le soir même. Donc on a un cycle quotidien où il va pleuvoir le soir ou la nuit et avec évaporation la journée quand il fait beau. Et on a ce cycle vertueux sur la forêt amazonienne qui est entretenu par la forêt. Si on enlève la forêt, on n'a plus ce cycle. Et les modèles qu'ont fait les scientifiques prédisent que l'ensemble de l'Amérique du Sud, là où il y a la forêt amazonienne encore aujourd'hui, pourrait se transformer soit en savane, soit en désert. Donc c'est soit le Sahel, soit le Sahara, à la place de la forêt amazonienne. Il ne faut pas croire que ça sera réversible. Ça ne sera pas réversible parce que les sols seront détruits. Je ne vous ai pas mis d'image là-dessus aussi, mais il y a un pays, moi, qui m'émeut beaucoup, qui est Madagascar. Madagascar, les gens sont très pauvres. Donc ils coupent la forêt pour se chauffer, pour avoir du bois aussi, enfin pas toujours pour se chauffer, il ne fait pas très froid, mais notamment pour avoir du bois pour la cuisson des aliments. Et ils font énormément de charbon de bois. Donc ils enlèvent la forêt, il y a des pluies, les pluies ravinent les collines, enlève le sol et on se retrouve avec ce qu'on appelle des badlands, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sol. Le sol, c'est l'interface entre du minéral et du vivant. À partir du moment où il n'y a plus le vivant, il n'y a plus que le minéral, c'est fini, il n'y a plus de sol. Reconstituer un sol tropical, ça prend plus de 1000 ans. Donc, on est en train de transformer Madagascar en désert. Et ça va poser de très gros problèmes et ça sera très déstabilisant parce que les Malgaches ne vont pas rester dans un désert. S'il y a un changement climatique tel que l'Afrique du Nord se désertifie complètement, il y a 300 millions de personnes qui ne vont pas rester simplement dans un désert. Donc ça va être déstabilisant pour les sociétés à l'échelle de la planète. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos du PIB vert, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder que les indicateurs économiques, même s'ils sont importants, parce que nos sociétés fonctionnent comme ça depuis 200 ans ou 250 ans. Donc c'est pas facile de changer de système, sans passer par une phase de chaos total qui serait pire finalement qu'une inflexion. Donc on doit faire ça. Le confinement, il y a eu une légère baisse de la production de CO2. Ça n'a pas été non plus, c'est pas si drastique que ça. On a vu de la vie qui revenait un petit peu, mais c'est relativement anecdotique. On a vu des chevreuils dans certaines villes, on a vu des renards qui revenaient, on a vu des choses comme ça dans les villes, mais c'est pas énorme. On est vraiment à la marge. On a des expériences où on a laissé la vie revenir à certains endroits. L'exemple le plus emblématique, c'est Tchernobyl. C'est la région de Tchernobyl où on s'aperçoit que la végétation a tout recolonisé. La végétation revient très vite. Les animaux aussi sont revenus, ce qui fait dire, d'ailleurs j'ai fait des conférences devant des pro-nucléaires, j'en ai un souvenir encore un peu difficile, qui me disaient mais Tchernobyl c'est très bien.
Regardez, le nucléaire, c'est formidable. Même quand ça pète, après, il n'y a plus de problème. Et la vie revient, les sangliers, les cervidés, il y a beaucoup d'animaux qui reviennent. Quand on regarde en détail, ils ont beaucoup d'anomalies génétiques, quand même. Et quand j'ai posé la question, enfin, j'ai retourné la question à la personne qui me posait cette question, je lui ai dit, est-ce que vous metteriez vos enfants ou vos petits-enfants à Tchernobyl ? Puisqu'on est une espèce de mammifère, après tout, il n'y a pas de raison. Si c'est bien pour les sangliers, ça doit être bien pour Homo sapiens. Et là, il me dit non. Il ne veut pas y habiter. Donc, on voit bien que ce n'est pas si simple. Mais ceci dit, pour revenir à votre question, on voit que la vie revient très très vite. Et si, par un coup de baguette magique, il n'y avait plus d'hommes sur Terre, en quelques années, il y aurait beaucoup de végétation partout, dans nos rues, sur nos bâtiments. La vie reprendrait très largement, enfin, la vie non humaine reprendrait très largement sa place. C'est la capacité de résilience de la biosphère. Mais c'est pas ce que je souhaite, encore une fois. Moi, je souhaite qu'on puisse vivre en harmonie avec le reste, sans être des moines sur la colline, enfin, des ermites sur leur colline. C'est pas le propos. On va pas s'empêcher de vivre non plus. Mais on a tellement de marge de progression. On a une marge de progression immense. En termes de consommation, en termes de pollution, en termes de ce qu'on utilise, en termes de ce qu'on gaspille, la façon dont on utilise les sols, la façon dont on fragmente les espaces, en mettant des routes, des ronds-points, des piscines, des abris de jardin, enfin tout ce qu'on veut. Y a vraiment une énorme marge de progression. Ça doit rendre optimiste. Ce qui rend optimiste, c'est qu'aussi, nous avons la clé. C'est nous qui avons la clé. On a l'analyse et on a la clé. Donc allons-y. Et sans, encore une fois, créer des bouleversements absolument... Enfin, je veux dire, on ne va pas créer des bouleversements absolument majeurs. Ce n'est pas forcément nécessaire. Mais il faut le faire vite. Ce n'est pas la peine de régresser. Il y a des innovations technologiques. Alors, je vous ai dressé un panorama en disant... parce que je pense que les technophiles, ceux qui nous expliquent que... la technologie va nous sauver, on a un tel cerveau qu'on va toujours inventer un truc et que ça va beaucoup mieux se passer. Je pense qu'ils ont tort. Ceci dit, dans tout ce qui est par exemple bioinspiration, comment est-ce qu'on peut aller chercher des solutions bio-inspirées dans le reste du vivant ? Ça peut marcher. Que ça soit pour ce qu'on appelle la rémédiation des sols, c'est-à-dire on peut traiter des pollutions avec des plantes qui vont extraire des métaux lourds du sol. On peut utiliser aussi de la biodiversité pour améliorer la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher comme ça de manière bio-inspirée, qui sont des solutions porteuses d'avenir et qui sont des solutions gagnantes-gagnantes. Donc là, on a une marge de progression aussi. Donc la régression technologique, ce n'est pas forcément une solution. Mais par contre, il y a certaines technologies, on ferait bien de les oublier, oui. Alors, merci de cette question. Effectivement, j'en ai pas parlé parce que j'ai déjà parlé assez longtemps, mais c'est aussi un sujet que j'aborde régulièrement dans les conférences. En fait, on est face à deux problèmes avec l'espèce humaine, avec Homo sapiens. C'est combien nous sommes et quel usage moyen on fait de la planète. Donc on a deux curseurs qu'on peut utiliser. C'est combien nous sommes, parce que si on était 300 millions, 500 millions sur Terre, au lieu d'être 8 milliards en gros, il n'y aurait pas de problème, on n'en parlerait même pas. On continuerait de se comporter comme l'homme s'est toujours comporté, en utilisant le reste de la planète pour son bien-être et pour sa survie. Mais maintenant, c'est devenu un vrai problème. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a des limites. Et je vais vous faire une petite parenthèse, mais dans des conversations de comptoir, avec des amis comme ça, je me rappelle très bien, avec un ami proche, où je parle de surpopulation, et il me dit mais en France on n'est pas en surpopulation, mais je lui dis mais à combien tu vois la surpopulation en France là ? Jusqu'à quand on va grandir ? Et généralement, là on est en gros 70 millions, les gens disent bon 100 millions ça va quoi. Mais je leur dis une fois qu'on sera à 100 millions, on va à 150, on va à 200, on va à 300, on va à 500 millions d'habitants en France. Alors ils me disent non. Donc ça veut bien dire qu'à terme c'est un problème, et ça devient un problème pour la planète. Le problème de ce problème, c'est qu'on touche à l'intime. On touche à l'intime de chacun. Et rien ne serait pire que des dictatures qui diraient « vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça » dans ce domaine-là, qui est un domaine de vie privée. Il faut également entrer dans l'équation le fait qu'un petit Américain, un bébé américain qui naît aujourd'hui, pèse 7 fois plus lourd sur la planète qu'un bébé africain.
Donc stigmatiser l'Afrique en disant l'Afrique, il y a trop d'enfants qui naissent en Afrique, c'est pas forcément une chose équitable. Et puis on touche à chacun. Donc simplement, il faut que collectivement on en ait conscience. Et qu'en tout cas, on ne peut pas continuer de vivre de cette manière-là avec le nombre que nous sommes et qu'un jour, il va peut-être falloir qu'on soit un peu moins nombreux sur Terre. Alors quand on regarde les projections démographiques, on sait très bien les faire sur une trentaine d'années. 30, 40 ans, on sait les faire parce que simplement, les bébés d'aujourd'hui sont ceux qui auront des enfants dans 30 ou 40 ans. Et on sait combien il y a de bébés aujourd'hui. Donc, on est capable de se projeter aux variations de comportement de chacun près. Hein. Tout ça, ce sont des moyennes, mais on sait à peu près combien on va être. Au-delà, c'est très difficile. On ne sait pas prédire. Les tendances montrent qu'il y a quand même une tendance à l'autorégulation. Il y a une tendance à l'autorégulation. Maintenant, le fait même d'être nombreux, ça nous fait courir un risque, qui est le risque de la monoculture, que les agriculteurs connaissent bien. Et la monoculture, ça attire les pathogènes. Et on l'a vu avec le coronavirus. Alors, il n'est pas grave, mais imaginez, et c'est quelque chose que je disais souvent dans des conférences avant la pandémie, mais imaginez qu'on ait un virus qui se propage comme la grippe, donc en fait comme le coronavirus, et qui est la virulence du sida. Ça attaque au système immunitaire. Mais là, ça faisait quelques milliards de morts sur la planète. Hein. Donc, le fait même qu'on soit en monoculture humaine, qu'on soit très très nombreux, ça augmente statistiquement la probabilité qu'il y ait un pathogène qui s'intéresse à nous de façon un peu agressive. Et là, notre technologie ne nous sauvera pas forcément. Alors, toutes les espèces s'éteignent un jour. Donc, l'espèce humaine va s'éteindre un jour. La question, c'est de savoir s'il y aura une espèce fille qui ira au-delà de ce qu'est notre espèce, donc il y aura une continuité de la lignée, ou est-ce que ça va s'interrompre? Ça peut très bien s'interrompre. C'est pas dramatique, et je me fais aucun souci sur l'avenir de la vie sur Terre. Hein. Même avec une catastrophe nucléaire, un cataclysme nucléaire épouvantable, enfin des pollutions gigantesques, il y aura de la vie sur Terre dans les millions, dizaines de millions d'années, centaines de millions d'années qui viennent, il n'y a pas de problème, il y aura de la vie sur Terre. Il y en aura à une échéance assez lointaine, il n'y aura plus d'Homo sapiens, ça c'est à peu près certain, mais c'est pas grave, hein, je veux dire, la vie elle a toujours tourné. Ceci dit, si on regarde la durée de vie de présent, enfin la durée d'une présence moyenne d'une espèce sur Terre, c'est autour d'1 million d'années. Alors les moyennes ne veulent pas dire grand-chose, hein, mais c'est autour d'1 million d'années. Homo sapiens, on a 300 000 ans. Donc on peut se dire on a encore un bel avenir devant nous. Hein. 300 000 ans, si on double, 600 000 ans, si on triple, 900 000 ans, on peut se dire bon, bah, c'est bien, on a encore du temps. Mais pour ce qui nous concerne, la crise qu'on est en train de générer peut très bien se retourner contre nous. Parce que, ça je ne l'ai pas dit, mais il faut avoir conscience aussi qu'on est une espèce fragile. On est une espèce complexe et la complexité nous rend fragiles, nous fragilise. Le fait même que nous soyons complexes, ça participe à notre fragilité, simplement parce qu'on a une physiologie, et je l'ai montré avec Proxima b, qui est très adaptée à ce qu'est la Terre aujourd'hui. Si on change les conditions sur la planète, en termes de composition de l'atmosphère, de température, etc., notre physiologie, elle ne suivra pas forcément. La physiologie de n'importe quel mille-pattes, scorpion, bactérie encore plus, micro-organisme du sol, etc., risque d'être beaucoup moins impactés. Beaucoup moins impactés. Parce qu'ils sont moins complexes et par conséquent, ils passeront à travers les gouttes. Nous sommes complexes et on risque de ne pas passer à travers les gouttes. Alors, les pandémies peuvent réduire la population humaine. Mais vous voyez bien que celle-ci, alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus des chiffres à l'échelle mondiale, mais on est autour de quelques millions de morts à l'échelle de la planète, non? C'est ça. Il y en a 100 000 en France, 600 et quelques mille aux États-Unis, on est sur quelques millions de morts. Alors dit comme ça froidement, ça fait peur, parce qu'on se dit quand même, ça fait oui, plusieurs millions de morts à l'échelle de la planète. Mais par rapport à 8 milliards, c'est rien. Scientifiquement, hein, je dis de manière, là je raisonne de manière extrêmement froide. Hein, ne me faites pas, ne transférez pas sur mon affect cette manière froide de regarder les choses. Mais à un moment donné, il faut les regarder aussi comme un scientifique, parce que sinon, on sort de la rationalité. Donc de manière rationnelle, cette pandémie n'est pas très grave. Mais on peut être face un jour à une pandémie beaucoup plus grave qui participera à réguler la population.
Mais vous savez, la peste, elle a tué la moitié de la population européenne. C'est gigantesque, la moitié de la population. Regardez l'amphithéâtre, vous enlevez la moitié des personnes. Hein. 1 sur 2. Après, celles qui ont survécu avaient un système immunitaire qui leur a permis de survivre et ça les a renforcés par rapport à d'autres épisodes de peste. Et la population a remonté, mais elle a mis plusieurs siècles à retrouver le niveau d'avant la peste. Hein. Plusieurs siècles. À une époque où il n'y avait pas de traitement. Hein. Bon, aujourd'hui, on n'est pas totalement dépourvu, mais il ne faut pas croire qu'on a tant de traitements que ça. Encore une fois, le sida, maintenant, ça fait bien 40 ans que l'épidémie de sida a été vraiment détectée. On a la trithérapie, mais on n'a pas de traitement totalement efficace contre le virus du sida parce qu'il est suffisamment pervers pour modifier notre propre système immunitaire. Donc il touche vraiment à notre armurerie, en quelque sorte. Ce qui fait que si on veut le combattre, il faut qu'on détruise notre propre armurerie pour combattre le virus. Ce qui fait qu'on est dans un paradoxe. Et qu'on a beaucoup de mal à l'éradiquer, à le combattre. En tout cas, merci pour toutes ces questions. Et puis ne désespérez pas. S'il vous plaît. Agissez.